Bienvenue dans ce nouvel épisode de Résiliente, le podcast où l'on explore la force intérieure et la résilience à travers les parcours inspirants de celles qui ont transformé les défis de santé en force. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jennifer, une femme inspirante qui a traversé un parcours long et semé d'embûches pour retrouver sa santé et sa liberté. Atteinte de troubles digestifs fonctionnels depuis l'enfance, Jennifer a vécu des années de souffrance et d'errance médicale avant d'être diagnostiquée du syndrome de l'intestin irritable à l'âge de 29 ans. Grâce au régime FODMAP, elle a non seulement réussi à se libérer de ses symptômes digestifs, mais également de nombreux autres maux qui la handicapée au quotidien. Forte de son expérience et de son envie d'aider les autres, elle s'est formée pour devenir une véritable experte dans la gestion de ce syndrome. Aujourd'hui, elle partage ses connaissances à travers son blog Foodmakers et son podcast Les Digérables. Dans cet épisode, Jennifer vous raconte son parcours, les défis qu'elle a surmontés et les clés qu'elle a découvertes pour enfin vivre en paix avec son corps. Vous verrez que, comme elle le dit si bien, le bonheur commence par votre intestin. Bienvenue Jennifer dans Les Résilientes. Bonjour Caroline, merci beaucoup. Je suis très heureuse de t'accueillir ici. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors moi c'est Jennifer Verrecchia, je suis patiente partenaire, on dit aussi patiente experte sur le syndrome de l'intestin irritable et tous les troubles digestifs chroniques fonctionnels. Est-ce que tu peux nous raconter comment ont commencé tes troubles digestifs? Alors mes troubles digestifs ont commencé d'aussi loin que je me souvienne, aux environs de 7 ans, puisque j'ai failli faire une occlusion. Et ça a commencé en simultané avec des allergies alimentaires. Ça a été mes deux premiers gros symptômes. Voilà, donc c'est vraiment dans la petite enfance que ça a commencé. Et c'était, alors moi je suis intestin irritable de type C, donc plutôt constipé, dominante constipation. Et j'ai connu aussi beaucoup de diarrhées qui s'appellent des fausses diarrhées, donc des diarrhées de constipation. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ça se voit dans mon carnet de santé, hein, c'est pour ça que j'ai aussi la trace que c'était bien entre 97 et 98. C'était douleur abdominale, se plaint du ventre. Et depuis cette période-là, j'ai été sous laxatif jusqu'à mes 29 ans. Voilà, jusqu'à ce qu'on me diagnostique au syndrome de l'intestin irritable. Ça, c'était vraiment mes gros soucis digestifs qui n'ont fait qu'empirer par la suite. Alors vraiment, ça a été une cacophonie de symptômes. Parce que tu imagines bien quand tu commences avec des allergies à cet âge-là. Alors déjà, c'est compliqué parce que les parents ne te croient pas forcément. Ils te disent non, tu n'as juste pas envie de manger des fruits. Mais les fruits, ça me pique en fait. Vraiment, c'est douloureux. Jusqu'au moment où tu forces et qu'en fait, bah, tu te retrouves avec les lèvres qui font x3. Et donc, tu vas chez le médecin, les allergologues, évidemment, toujours médecine conventionnelle, il fallait forcément passer par les médecins, surtout à l'époque, il n'y avait pas voilà, de naturopathe ou de choses un peu pour essayer de trouver d'autres solutions. Et puis, enfin, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait essayer de voir s'il n'y avait rien de grave. Bah non, vous êtes allergique, n'en mangez pas. Voilà. C'est à cause du pollen, vous êtes allergique. Non, j'éternue pas pendant les épisodes de pollen. Non, mais c'est le pollen. Donc, c'est le pollen, c'est la protéine du pollen. Qui se retrouve dans les fruits. Je dis, bah bon, et l'ananas qui a le dos du monde, pourquoi ça me fait pareil? Mais non. Donc voilà, donc il y a plein de choses bizarres qui commençaient à arriver et tout ça, c'était vraiment les tout premiers symptômes. Tu réalisais à ce moment-là que quelque chose n'allait pas vis-à-vis, j'imagine, de tes autres camarades de classe, de tes proches. Mais à quel moment tu as demandé de l'aide médicale? Alors, ça a été plus tard. En fait, il y a eu plusieurs moments, parce qu'on parle depuis que j'ai 7 ans quand même, hein. Donc, si tu veux, dans ma vie, il y a eu plusieurs moments. Ça s'est vraiment exacerbé quand j'avais à l'adolescence, quand le cycle, les règles allaient arriver, que j'ai eu tard d'ailleurs. Et là, ça a été une catastrophe, parce que j'ai toujours été constipée, du coup. Toujours été sous laxatif, divers sortes de laxatifs. J'ai tout pris, hein. Enfin, en laxatif, j'ai tout essayé, alors qu'on parle d'une constipation chronique, hein, j'ai tout essayé. On a même été jusqu'à me donner les litres à boire avant de faire une coloscopie, alors que je n'avais pas de coloscopie à faire. Voilà, j'ai tout fait, les gélules, les trucs, j'ai tout essayé. Évidemment, rien ne fonctionne parce que c'est pas ce qu'il fallait viser. Euh,
Donc, tu as ça, et à l'adolescence, comme je te le disais, avec le cycle menstruel qui se prépare, les hormones qui changent, ça a été encore pire. Donc, à partir de ce moment-là, là, j'allais aux urgences très souvent. Là, mes parents m'emmenaient aux urgences. Tous les mois, dès que mes règles se préparaient, bim, urgence. Et donc là, solution médicale, on m'a mis sous pilule. Comme ça, on a tout éteint. Voilà, j'étais mise sous pilule parce que c'est les douleurs de règles, c'est normal. Mais là, elle souffre trop, donc mettez-la sous pilule. Et ce qui se passait, c'est que les hormones me constipaient encore plus, en fait. À chaque cycle, ça. Et donc, c'était extrêmement douloureux. Mais pendant tout ce laps de temps, j'avais aussi des tendinites à répétition. Moi, à l'école, j'étais dispensée de sport très, très souvent parce que j'étais inflammée, en fait, tout le temps. Et donc, il y avait plein de signaux où, pareil, on essayait de trouver des solutions avec ma mère. Tu vois, j'allais voir les rhumatologues. J'étais inflammée des sacro-iliaques au niveau du dos. Tu me touchais, je hurlais, tu vois. Euh, mais à chaque fois, soit c'était de la crème Voltaren, ou c'était toujours une recherche sur les symptômes ciblés. J'ai quand même fait des rayons au niveau des chevilles, parce que mes tendinites, c'était surtout aux chevilles. Donc, j'ai fait des infrarouges. Et là, ça a déclenché, entre guillemets, ça a déclenché. Le rhumatologue était pas mal à cette époque-là. Et il était en doute. Il a rappelé ma mère. Il m'a dit, votre fille, la dernière fois, elle a fait une réaction bizarre au rayon. Euh, Ramenez-la parce que j'ai un doute. Et là, il m'a expliqué que j'avais un syndrome de Raynaud. Donc, c'est-à-dire que j'avais le mauvaise circulation du sang, telle que en fait, ça partait dans les extrémités d'un coup, puis ça s'en allait, ça revenait. Et en fait, tu te retrouves avec les mains complètement congelées. Bon, ça, c'est un syndrome, c'est la vie. Mettez des chaufferettes l'hiver et tout. Enfin, t'habites même pas au ski, t'es en région parisienne. Il fait 13 degrés l'automne, et là, je suis là avec mes chaufferettes de ski dans mes chaussures. Enfin, voilà. T'as 14 ans, c'est déjà compliqué dans ta vie parce que c'est pas facile cet âge-là de Oui. s'accepter, et puis tu as des problèmes comme ça qui te tombent. Voilà, donc après, tu as les histoires d'hormones et les règles qui se préparent, et tu vas aux urgences tous les mois, tu te dis, c'est pas possible, je vais juste mourir. Voilà, c'est tellement ça me fait mal. Donc, entre les laxatifs, les spasons, je t'en passe, pilule finalement, et ça va toujours pas mieux. Et dans cette période-là, très compliquée jusqu'à tu vois, jusqu'à la majorité. Euh, Là, je sais aujourd'hui avec le recul que j'ai fait des SIBO, divers types de SIBO, mais là, t'as des symptômes qui sont terribles. En plus de la constipation, tu as des gaz, des ballonnements, des gaz, mais des gaz malodorants. Et ça, j'aimerais bien qu'on le dise tout de suite, ce n'est pas normal. Avoir des gaz, oui. Avoir des gaz malodorants, non, quelle que soit l'odeur, en fait. Sauf que là, clairement, j'étais pas bien. J'étais très honteuse de tout ça. Ma famille, on se moquait tout le temps de moi. Et en fait, moi, j'étais habituée. En fait, c'était un peu une partie. C'est comme si c'était une partie de mon caractère, et qu'avec moi, c'était comme ça, quoi. Voilà, je pète, ça sent mauvais. Et, et c'était hyper dur. C'était hyper dur. Et puis surtout, t'as tout le monde qui rigole. Ma grand-mère qui m'emmène à la pharmacie pour, encore une fois, essayer de me purger. Des trucs des cures de radis noir, des trucs que tu trouves à l'époque, tu vois. Des trucs, des ampoules, des machins. Et puis elle te dit devant la pharmacie, bon, alors moi je viens pour ma petite fille, mais quand elle pète, ça pue, hein. Mais devant tout le monde dans la pharmacie, mais toi, t'as 18 ans, t'es au bout de ta vie. T'as juste pas envie d'être là, quoi. Mais finalement, après, tu vois, il y a des choses où ça se tasse, tu sais pas trop pourquoi. Mais je suis toujours constipée, mais pour moi, c'est normal. Et même pour moi, tout le monde a des problèmes. Enfin, en plus, on te dit, tu peux aller à la selle tous les 3 jours, c'est encore normal. Ouais, ok, moi j'y vais tous les 3, 4, 5, ok, bon, ça passe. Et en fait, pas du tout, mais tu sais même pas. C'est tellement tabou que tu sais même pas si que tu sois normal ou pas. Tu dis, bon, j'ai pas d'autres signes extérieurs, c'est complètement invisible. Parfois, j'ai mal et je me tais, j'encaisse. Mais là où ça allait vraiment pas, c'est quand ça a commencé à attaquer d'autres choses. C'est-à-dire quand ça a commencé à attaquer le dos, où, tu vois, toi, tu connais bien malheureusement la spondylarthrite, mais j'ai failli être diagnostiquée en spondylarthrite parce que j'avais exactement les symptômes de la spondylarthrite. Ça irradiait, je me suis retrouvée avec porter une ceinture corsée à 26 ans. Tu comprends pas ce qui t'arrive, tu as juste mal à un point, tu dis mais enfin, il faut que ça cesse, c'est pas possible. Et c'est en continu. Ça, la ceinture, ça a duré 2 mois. Donc là, déjà, tu commences à rechercher, mais c'est pareil, tu cherches quoi? Rhumatologue, médecin, c'est toujours pareil. Enfin, tu finis par aller aux urgences parce qu'au bout d'un moment, t'en peux plus. Ils te refont une radio. Bah, vous êtes pleine, vous êtes constipée. Sans blague, je le sais. Donc là, c'est là que tu finis encore avec ta solution pour colo alors que t'as pas de colo à faire. Et tout est comme ça. Et jusqu'au moment où
Les allergies, ça a toujours été, donc ça, les gens étaient habitués. Mais du coup, je me suis beaucoup privée en niveau alimentation. Mais à un moment, ça a fini par attaquer, où le corps continue de parler, hein, continue d'hurler même. Et là, mon corps est en train de me dire, mais il passe en fatigue chronique. Mais la vraie fatigue chronique. La seule fatigue où il n'y a que les gens qui vivent la fatigue chronique qui peuvent comprendre cette fatigue. C'était horrible. Horrible. Et jusqu'au point où tu dis, quand est-ce que j'ai vraiment demandé de l'aide? C'est pas que j'ai toujours essayé de demander de l'aide, mais là, j'ai dû insister parce qu'un jour, je me réveille et j'étais tout le temps en retard au travail. Quand tu as 26 ans, tu es tout le temps en retard au travail. Les gens, ils pensent que je fais la bringue tous les soirs parce que tu as 26 ans et que du coup, tu es la petite jeune de la boîte. T'arrives, t'en peux plus, t'as descendu jusque-là. Mais les gens, ils pensaient que je faisais la bringue. Mais c'est une évidence. Et même moi, à leur place, j'aurais pensé ça, mais si seulement. Et en fait, non, je me couchais 21h, 22h, j'étais au bout de ma vie. Je me réveille à 9h, 9h30, au bout de ma vie, comme si je n'avais pas dormi. Et un jour, je tombe. Je tombe. J'ai même plus de jambes, en fait. Mes jambes, c'est du chamallow. Je tombe. Donc là, un peu panique. J'essaye de m'accrocher au lit, de me relever. Je suis, mais putain, j'ai même plus de jambes, j'ai même plus de force. Il n'y a que la moitié de mon corps qui est réveillé. Ok, bon, panique pas. Comment on fait? Je m'allonge. J'essaie de ne pas penser au fait que je suis en retard parce que de toute façon, je vais encore me faire engueuler. Je viens par avoir un avertissement à me faire virer. Je me concentre quand même sur mes pieds. J'arrive à bouger les orteils. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je me suis dit, non, non, là, il faut vraiment que j'insiste auprès de ma médecin, qui était quand même super, qui essayait de trouver des solutions dans son scope, tu vois. Et je ne sais pas pourquoi, là, je continue d'insister pour le gastro-entérologue. Alors que, ouais, j'aurais pu voir encore un rhumato ou être plus sur la fatigue chronique. Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si tu veux, elle est encore en train de me dire, non, mais c'était Noël il y a un mois. Il y a un mois, mais les gens, ils ont digéré depuis. Pourquoi moi, il y a un mois? Pourquoi je ne supporte toujours pas? Pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi je suis tombée, en fait? Je ne tiens plus sur mes jambes, je n'ai plus d'énergie, j'ai perdu mon système nerveux. Que se passe-t-il? Je veux voir quelqu'un, donnez-moi quelqu'un. Et donc là, elle-même, tu vois, et là, tu sens la pression de la sécu derrière où elle se dit non, mais c'est vrai d'être constipée depuis une bonne vingtaine d'années, ça peut être judicieux et légitime d'aller voir un gastro-entérologue parce qu'il faut qu'elle m'adresse, tu vois. Oui, s'il vous plaît, donnez-moi à quelqu'un, n'importe qui. Et donc j'étais voir un dernier gastro-entérologue, hein, parce que j'en ai eu, et puis des allergologues, des rhumatologues. J'ai vu du monde. Hein. Et celui-là, il m'a quand même ausculté. Je précise parce que c'est pas le cas de tous. Il m'a quand même ausculté. Et quand je raconte mon récit, je dis ouais, je peux pas manger parce que je suis allergique à tout, je peux pas manger de riz sinon je suis constipée. Manger une cuillère à soupe de riz, ça me constipe direct. Et là, il me sort, bon, il a un sourire, tu vois, il fait, votre problème, il est alimentaire, mademoiselle. Et là, il me tend la liste de FODMAP et il dit, bon, essayez ça, ça devrait aller mieux. Vraiment, vous revenez me voir si ça va pas, mais essayez ça, ça devrait aller mieux. Et c'était dans la toute première liste de FODMAP, donc feuille à 4, long comme le bras. Ce que je dois manger, de ce que je dois pas manger, rouge-vert. À ce moment-là, est-ce qu'il avait posé le mot du syndrome de l'intestin irritable quand il t'a donné Je cette feuille? crois qu'il en a parlé vaguement et en fait, j'étais trop focus sur les FODMAP et ce que je dois plus manger. Mais je crois qu'il en parle à ce moment-là parce que les FODMAP, c'est typique justement de l'intestin irritable. C'est en première intention maintenant et ça commençait à l'époque où je l'ai vu, si tu veux, j'avais 29 ans et ça commençait à très doucement en entendre parler. Donc, j'ai eu de la chance parce que ce gastro était informé là-dessus. J'ai eu de la chance parce qu'il ne s'est pas trompé. Mais ça aurait pu être bien pire. J'ai eu de la chance aussi d'avoir un caractère que j'ai, de me dire, c'est pas possible. Parce que moi, quand je suis sortie de ce rendez-vous, j'étais effondrée. C'était pas du tout une délivrance. Là, je suis en train de te dire que j'ai du mal à manger, je suis constipée non-stop, je me prive de fruits et de légumes crus parce que je suis allergique. Et il faut que j'enlève encore tout ça. C'est-à-dire, depuis que j'ai 7 ans, je suis en dépression tous les étés parce que je ne peux pas manger de fruits. Depuis 7 ans, je contrôle mon alimentation parce que je ne peux pas manger comme tout le monde et que je suis dangereusement allergique aux fruits à coque et à d'autres choses. Là, tu es en train de me dire qu'il faut que j'enlève encore tout ça. Je dis, mais comment je vais faire? C'est pas possible, c'est pas humain. Mon corps ne peut pas fonctionner correctement, en fait. Et donc là, sur le coup, je l'ai très mal vécu. Et clairement, j'aurais préféré une coloscopie. Là, en plus, je prends les solutions, il n'y a pas de souci, c'est bon, je suis habituée, on y va quand? Mais non, ils me disent, non, c'est fonctionnel. Enfin, c'est fonctionnel, en fait, ça n'a pas l'air grave.
Et c'est vrai, c'est terrible. Mais en fait, quand tu es à dominante constipée, sur la partie organique chez les gastro-entérologues, ça ne sera pas grave, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont s'alerter surtout sur les diarrhées. Parce que ça peut être signe de Mickey, de maladie Crohn, de rectocolite hémorragique, de maladies extrêmement graves. Il faut faire très vite. Et il y a des choses à faire au niveau médical. Ils sont hyper bien formés, c'est super. Sur la constipation, telle que je l'avais, ce n'était pas conseillé de faire ne serait-ce qu'une colo, en fait. Tu ne fais pas sur les personnes constipées comme moi. C'est pour ça que j'en ai jamais eu d'ailleurs. J'en ai pas eu besoin pour faire un diagnostic d'intestin irritable. Il y a une dysfonction de mon intestin, entre mon cerveau et mon intestin. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, ça ne circule pas bien. Et il fallait comprendre pourquoi. Et le régime FODMAP était indiqué. Donc, quand même, je l'ai fait. Bah, de toute façon, comment te dire que je n'avais pas d'autre solution à date. Donc, j'ai fait. Sauf que j'ai pas fait Excel list. J'ai essayé de chercher un bouquin, j'ai cherché sur Internet. Et là, je me suis dit, mais heureusement que je me suis renseignée, parce que c'est pas du tout comme ça que ça marche, en fait. C'est un protocole, c'est provisoire, il faut réintégrer. Et là, et encore, ça, il m'a fallu 1 an avant de le découvrir, Par toi-même, hein. par moi-même, toujours. Parce que j'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je vais voir une diététicienne? Surtout qu'à l'époque, encore une fois, il n'y en avait pas beaucoup déformés en francophone. Donc, est-ce que je vais voir une diététicienne? J'ai une pote en parallèle qui a été voir une diète parce qu'elle avait aussi sur un autre sujet de santé, mais aussi beaucoup d'allergies déclenchées par autre chose. Et elle avait des carences qu'elle connaissait. Elle faisait tout seul son propre protocole parce qu'elle avait vu plein de blogs canadiens, tout ça. Et elle m'a dit, bah, tu sais quoi, je vais voir une diète, je te dirai. Et du coup, je lui dis, alors, ça t'a appris quoi? Elle fait, bah, j'ai perdu 75 balles. Mm. Parce que en fait, elle m'a dit, et la diète était adressée par son gastro-entérologue, et en fait, elle était spécialisée sur la perte de poids. Ah oui. Et c'est pas du tout ce qu'il lui fallait. Donc déjà, Mm. c'était pas un bon adressage, et en plus, bah, elle savait pas mieux qu'elle ce qu'il lui fallait sur ses propres carences et ses allergies qui étaient très particulières. Du coup, j'ai dit, bon, ok, bon, moi, si c'est pareil, sachant que personne connaît les FODMAP, et encore une fois, on remet dans le contexte, parce que c'est plus le cas aujourd'hui, heureusement, mais en 2019, c'était pas le cas. Donc là, je me suis dit, je vais pas perdre plus de temps et d'argent là-dedans. Je vais essayer de me débrouiller comme ça déjà. Mais ça a été fabuleux parce que même si c'était pas le bon régime FODMAP comme il fallait le faire, ça a été une délivrance. En 3 jours déjà, je commençais à sentir les effets. 3 jours. Ah, génial. Et là, je me suis dit, pour. Donc, il y a vraiment un truc à creuser. Et c'était complètement contre-intuitif. Parce que moi, de nature constipée comme je l'étais, enlever les fibres, parce que c'est ça le problème, hein, enlever les fibres de l'alimentation, tu dis, bon, ben, on va voir. Et en fait, ça a été la révélation. Donc, et après, il a fallu 2 semaines pour que je reprenne de l'énergie. Et puis après, c'est bien. Enfin, après, ça a été une vraie délivrance. Et là où c'est le plus dur, c'est d'apprendre qu'en fait, c'est provisoire, qu'il faut impérativement remanger de tout un maximum. Et la normalité, c'est ça. C'est pas d'être sans FODMAP et de manger ce que tu peux et d'être bien, parce que oui, tu seras bien, parce que ça ne va pas faire mal à tes intestins, mais les FODMAP, c'est pas les responsables. C'est pas du tout les responsables. C'est ton corps qui dysfonctionne et il faut lui réapprendre à fonctionner. Et donc, il faut réintégrer au maximum avant de générer d'autres problèmes. Et ça a été dur à accepter parce que bah, tu as peur. En fait, Mm. dès que tu réintègres, évidemment, ton corps est devenu beaucoup plus sensible et il rejette tout. Mais alors, les crises, c'est puissance 1000. Parce que ça aussi, j'ai fait beaucoup de crises. Alors, beaucoup relativement faibles par rapport à une personne qui sera plus diarrhéique. Mais quand je fais des fausses diarrhées ou des crises, c'était d'une violence où vraiment tu as l'impression qu'on t'arrache le corps, quoi. Où tu es aux toilettes, tu es sur les toilettes, tu essayes de te vider, tu y arrives. En plus, quand tu es à dominante constipée, c'est pas si simple. Et tu as la chair de poule. Tu as juste l'impression que tu vas mourir. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est peut-être ça le cancer, en fait, tu vois. Tu as la chair de poule, tu es en sueur froide, tu es en pleine nuit. Et en général, tu arrives en pleine nuit. Donc, et puis les médecins ont beau fouiller, il n'y a rien de grave. Donc d'un côté, tant mieux. Et à la fois, je souhaite à personne de vivre ça, en fait. C'est trop horrible. Les douleurs sont telles. C'est pas une vie, en fait. C'est pas une vie. Les crises sont trop violentes. Et Mm. c'était tellement dur à gérer niveau douleur. Donc c'est pareil, dès que tu dois réintroduire les FODMAP, tu sais ce qui t'attend, en gros. Ou tu as peur de ce qui va Oui. t'attendre. Oui, en Et fait, là, vraiment, ça a été un tournant pour toi, ce régime. ouais, Ça a ouais. changé ta Franchement, vie. heureusement que ça a changé ma vie. Pour moi, ce que je dis, c'est que, en fait, je pense que c'est pas pour tout le monde. Clairement, c'est pas pour tout le monde le régime FODMAP. Et il faut être bien conscient quand on s'y engage, parce que ça marche. S'il est bien fait, ça marche. Et une fois que ça marche si bien, ben,
faut pas oublier faut repartir en arrière. Après, il faut remanger de tout. Et ça, c'est la clé. Ça, c'est un régime FODMAP qui a marché. C'est quand tu remanges de tout. Et si tu n'y arrives pas à y aller, bah, là, il faut se faire vraiment accompagner. De toute façon, il vaut mieux se faire accompagner sur les FODMAP. Oui, c'est Justement, toujours pour pas lâcher et mieux. pour pas être dans cette déviance. Voilà. Parce que c'est trop la facilité et je comprends. C'est tellement rassurant, t'es tellement bien, t'as tellement plus rien. Tu dis non, je peux pas, tant pis, c'est pas grave, je mangerai plus jamais de poireaux. Et non. Et aujourd'hui, tu peux manger de tout? Et aujourd'hui, je mange de tout. Ah, génial. De tout, même du blé, même des additifs, alors que pourtant, clairement, je conseille pas, mais bah, parfois, voilà, t'as pas le choix, voilà. Mais maintenant, je peux manger de tout. Ça fait 3 ans que je n'ai pas refait une crise. Une vraie Incroyable. crise, voilà. 3 ans. En fait, le régime FODMAP, est-ce que tu peux brièvement nous le décrire, enfin, voilà, un petit peu le protocole, comment ça se passe pour des personnes qui ne connaissent absolument pas ce régime, le vulgariser un petit peu? Oui, alors les FODMAP, déjà, c'est un acronyme et c'est les sucres fermentescibles, les sucres qui vont fermenter dans l'intestin grêle et le côlon. Et en fait, si vous voulez, ces sucres, ils sont présents partout, dans la plupart des aliments, à plus ou moins dosés. Donc, en fait, c'est ça aussi. Il n'y a pas des aliments verts ou rouges, comme on m'avait dit au début. C'est vrai qu'on peut faire des listes comme ça, mais ces listes, elles sont dangereuses parce que si tu supprimes tout un aliment, c'est dommage parce qu'en fait, c'est ce qui permet aussi de nourrir ton microbiote intestinal, hein. Le microbiote intestinal, il a énormément de micro-organismes. En fait, c'est le siège de notre immunité. On sait aujourd'hui qu'il est hyper clé et quand il est en dysbiose, c'est-à-dire en déséquilibre, c'est là qu'il se passe des choses et c'est là qu'on va générer d'autres maladies. Parfois, un intestin irritable, qui est une vraie maladie, est confondu avec une dysbiose. Parce que c'est le même symptôme. Mm. C'est aspécifique comme symptôme. Mais voilà, donc la dysbiose peut se résoudre plus facilement normalement. C'est un déséquilibre. Et normalement, ça passe. On va tous être en dysbiose au bout d'un moment. Voilà, je viens de finir une prise antibiotique, je suis en dysbiose. Enfin, c'est net. Et puis, avec nos modes de vie, ça va très vite. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça s'installe et que ça devienne une maladie, comme l'intestin irritable. Et les FODMAP, c'est une indication sur le syndrome de l'intestin irritable, car les études ont prouvé que ça réduisait les douleurs et les symptômes. Alors, pas pour tout le monde. Attention, quand on se lance là-dedans, ça va être miraculeux pour certains. Et il y en a, ça ne marchera pas. Il ne faut pas insister. C'est entre 50 et 75%. Souvent, bah, ceux qui vendent le régime FODMAP, ils vont dire 75, et ceux qui vont le critiquer, ils vont dire 50. Bon, les études, il y en a eu beaucoup. À la fois, parfois, c'est des petites cohortes. Donc, moi, je prends entre 50 et 75%. Donc, c'est bien, il y a quand même des belles chances, mais il y a aussi des belles chances que des risques que ça ne marche pas. Mais les FODMAP, c'est ça. Et il y a des niveaux, donc il y a des applications qui existent. Voilà, moi, j'ai créé un calendrier mural de fruits et légumes faibles en FODMAP pour mettre dans la cuisine. Et puis, c'est pour s'aiguiller au quotidien avec des niveaux de FODMAP, se baser sur le FODMAP score. Et ce qui est important, c'est voilà, de voir ces niveaux de FODMAP-là. Il y en a même qui pèsent leurs aliments. Alors, je t'avoue que moi, j'ai jamais été jusque-là. Je suis contente de ne pas avoir été jusque-là parce que ça, c'est la porte ouverte au TCA, aux troubles du comportement alimentaire. Et c'est pour ça que le régime FODMAP, c'est pas pour tout le monde. Et les personnes angoissées, anxieuses, les enfants, les ados, ça a évité, clairement. Parce que là, Mm. il y a trop de risques. Surtout quand tu vois les effets, quand ça marche, je te jure, tu n'as pas envie d'y retourner. Déjà, quand tu as une lucidité, que je suis pas anxieuse de base, je voulais pas y retourner et aller goûter du poireau ou du blé, j'imagine pas ceux qui sont anxieux. Et ça, c'est dangereux parce qu'en fait, c'est pas du tout le but de l'opération. Le régime FODMAP, il parle mal de son nom. C'est pas un régime, c'est un protocole de santé. C'est vraiment un protocole scientifique. Ça a été prouvé scientifiquement, ça a été mis au point par les chercheurs de l'université Monash en Australie. Mais c'est un protocole. Il faut le faire de A à Z. Et le Z, c'est remanger un maximum de choses. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis oui, comme tu le disais auparavant, le mieux, c'est vraiment d'être accompagné, de pas partir C'est ça. tête en avant tout seul. Enfin, c'est super important d'être suivi. Oui, en fait, il y a des listes sur Internet. Moi-même, j'en ai une sur mon blog que je mets à disposition parce que je me dis, on ne pourra pas changer les gens. Il y aura toujours des gens qui voudront faire par eux-mêmes. Ce que je comprends, je l'ai fait, je ne leur jette pas la pierre. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se faire accompagner. Sachez juste que là, quand on est en France, les mutuelles remboursent certaines consultations diététiciennes. Choisissez bien votre mutuelle, vous pouvez avoir un suivi.
Il y a, il y a, il y a des solutions qui existent. Donc, vraiment, renseignez-vous là-dessus. Après, je comprends et j'étais en grosse hésitation, tu vois. Est-ce que j'enlève ma liste FODMAP du blog ou est-ce que je la laisse pour que les gens quand même tombent sur une bonne liste? Parce qu'il y a de tout, en fait. Il y a à boire et à manger. La liste que j'ai mise à disposition, c'est celle là où je me suis formée au GI Institute de l'Université de Michigan, tu vois. Je me dis, bon, au moins, les gens, ils sont moins dans le faux. Et je précise bien toujours, regarder les applications. Au moins, les applications, il y a les niveaux de FODMAP avec un code couleur. Il y a l'application de la Monash qui est très bien. Il y a FODMAPpedia aussi qui existe. Enfin, voilà, il y a des codes couleurs pour vous dire à peu près ce que vous pouvez manger. Mais surtout, la réintégration. Ça, si vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner. Ça, Mm. là, il n'y a pas le choix. Et moi, ce sera mon prochain produit. C'est que je crée un e-book sur les FODMAP allégés. En fait, un régime FODMAP allégé, un protocole qui est allégé, hein, que je n'ai pas sorti de mon chapeau, mais justement entre mon expérience et qui a déjà été testé, hein, sur mes clients, ça marche tout aussi bien que le vrai FODMAP, entre guillemets. Et en fait, on enlève beaucoup moins de choses. C'est beaucoup plus restreint. La liste, elle fait ça. Et déjà, rien qu'avec ces aliments clés-là, et après restructuration et restauration du microbiote, voilà, tout ça dans un e-book, je prône plus là-dessus si les personnes veulent faire en autonomie. Voilà. Mm. Oui, moins de charge mentale. Moins de charge mentale, moins de risque de tomber dans les TCA. Ça, c'est typiquement pour les personnes qui sont anxieuses et c'est très souvent avec un intestin irritable. Parce que l'intestin irritable, la nouvelle définition le nouveau titre de la maladie, si je puis dire, c'est vraiment une dysfonction de l'axe intestin-cerveau. Alors, j'aime pas trop ce nouveau titre parce que ça insinue un peu que c'est dans notre tête. Tu vois ce que je veux dire? Et à la fois, c'est vrai que c'est vraiment une dysfonction. Ce n'est pas que alimentaire. Ce n'est jamais que alimentaire. D'ailleurs, je n'ai pas fait que les FODMAP pour m'en sortir là où j'en suis aujourd'hui. Largement pas. Mais ce ne sera jamais que alimentaire. Ou alors si, mais ce n'était pas un intestin irritable, c'était une dysbiose. Voilà. Mm. Et au-delà là, des symptômes digestifs que tu as pu avoir, tu as mentionné que tu avais eu d'autres maux, Oui. notamment tout ce qui est douleur au dos. Est-ce que ça a aussi disparu? Oui. Ah oui. Bah, mais alors, mes douleurs au dos, endométriose. Alors, suspicion d'endométriose. Aujourd'hui, on va beaucoup voir aussi, ça me tue en fait parce que après le régime FODMAP, déjà après le régime FODMAP sans être autant rétabli que je le suis aujourd'hui, ça a été la belle surprise. Euh, une fois que j'avais rétabli l'intestin et l'équilibre du microbiote intestinal, au bout d'un moment, ben, je vais avoir un enfant, il faut que j'arrête la pilule. Comment te dire que, vu les souffrances que j'ai eues, je me suis dit, je n'aurai jamais d'enfant parce que juste, je n'arriverai jamais à arrêter la pilule. Ça me stabilisait, mine de rien, tu vois. Sauf que là, j'avais atteint un niveau de douleur où la pilule, on avait changé et j'étais sous ménopause artificielle, hein. Donc, j'en étais là. Donc, là, je dis, bon, bah, si j'arrête ça, bah, je vais retrouver les migraines. On ne parle pas de migraines, on parle d'un javelot dans la tête, hein. C'était ça. Le seul mois où j'avais arrêté la pilule, je me retrouvais avec un javelot dans la tête. Clairement, en image. T'as ça, t'as les douleurs de ventre, d'ovaires. Enfin, ouais. Tu dis, mais je vais jamais y arriver. Bon, bah écoute, on arrête la pilule, on verra bien ce qui se passe. Et là, surprise, j'ai plus mal. J'ai plus mal. Je ne sens plus mes règles arriver. Non, mais je suis mais tombée des nues. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai rien fait. Enfin, si, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi d'ici là? Bah, je me suis occupée de mon intestin. Je me refais, c'est ça. Mais il n'y avait aucune endométriose. Même si j'avais pas de lésions visibles, c'était non, mais en fait, c'était très le système médical qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire bah, tester ce médicament, si ça marche, c'est que c'est ça. Donc moi, c'était tester la ménopause artificielle et ce type de traitement. Si ça fonctionne, c'est que vous avez de l'endométriose. Très bien. Ben non, 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 j'ai juste une dysfonction de l'intestin, un microbiote qui était complètement en vrac, des traumas en tout genre qui ont nourri cette supposée endométriose qui en fait n'a plus lieu d'être. Donc ça, les règles, c'est complètement fini. Je ne sens plus arriver. J'ai même des accidents du coup en mode oula, j'avais oublié. Ou alors je vais avoir un léger mal de ventre. Je dis mince, qu'est-ce que j'ai mangé? Ah ben non, c'est les règles. C'est les règles qui arrivent. Mais du coup, plus du tout de douleur de règles, plus du tout de migraine, plus du tout de nausées. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça, c'est vraiment typique digestif. Plus de tendinite du tout. Je peux en faire du sport correctement. J'ai plus du tout de lombalgie, j'ai plus de douleur au sacro-iliaque, je suis plus du tout inflammée du dos.
J'ai plus, comment, j'ai plus d'acné. J'ai eu une acné, mais à 26 ans, bah là, quand tout a pété, en plus de la fatigue chronique, et là, c'est vraiment le corps, il a dit non, mais là, stop. Il faut vraiment qu'on lui montre que ça devienne visible parce que sinon, elle va rien faire. Donc, ça aussi, j'ai vu beaucoup de dermatos. C'était une cata, mais j'ai plus d'acné et je n'ai pas pris Roaccutane. J'étais à un point d'acné où il fallait prendre Roaccutane, en fait, hein. Le médecin ne voulait pas me laisser comme ça. Et j'ai dit non, ça, je ne prendrai pas. Pas 26 ans et non, je ne le sentais pas. Là, j'ai écouté mon intuition, j'ai dit non, je sens que c'est pas le sujet. Là. C'est fou, Et toi? avec ce protocole, la FODMAP, tu as réussi à te désenflammer parce que là, tu présentais Ouais. clairement une inflammation chronique là, dans ton corps. Ça, c'est fou. Enfin, ça a été un sacré changement Bah, pour toi. c'est ça. Pour moi, en fait, le FODMAP, ça a été vraiment un coup de feu. Je l'ai vraiment vu comme ça. Et c'est ce que je dis maintenant aujourd'hui, en fait, aux personnes que j'accompagne. C'est, pour moi, les FODMAP, s'il faut le faire, c'est un coup de feu. J'étais dans un état tel, en effet, d'inflammation. Je partais en cacophonie entre les allergies. J'ai plus d'allergies, hein. Alors ça aussi, c'est très drôle. Non, mais ça faut le dire. Non, mais ça faut le dire, parce que les allergologues que j'ai vus en nombre quand même. Donc, je n'ai plus d'allergie aujourd'hui. Donc, j'ai plus allergique aux fruits à coque et aux fruits et légumes crus. Même les carottes râpées, moi, j'avais les carottes râpées, c'était une boîte d'épingle dans ma gorge, hein. Et j'en ai plus. Je peux remanger des fruits et des légumes. Surtout, je peux remanger des fruits à coque. Noix, noisettes, amandes. Et ça, normalement, je pensais que c'était des allergies qu'on dit vraies, c'est-à-dire des allergies qui se voient, tu vois, j'en ai fait des trucs, des tests comme ça, sur le bras. Pour les allergologues, le fruit à coque, mais même l'allergologue m'a dit, moi, je peux tout manger maintenant. Il fait, oui, oui, bon, les noix, faites attention quand même, parce que vos résultats, je vous jure que je peux les manger, en fait. Et par accident, parce que j'ai quand même attention. Une fois, je suis tombée sur une noix par accident, tu sais, tu prends un gâteau, et bam, une noix, ben, il s'est rien passé. Mais j'étais allergique quand j'étais petite. Si je passais devant une caisse de noix, ça me prenait au nez, en fait. Donc, voilà, même les allergies, pour moi, les allergies, c'est une légende. C'est pareil, c'est comme ma supposée endométriose. Non, non, en fait, le problème n'est pas là. Mais c'est terrible parce qu'en fait, le corps, il est à la fois fabuleux et à la fois, il faut s'y connaître pour le décrypter. Parce que mon corps, il me donnait cette allergie. Je te donne l'exemple des carottes. Donc, j'étais allergique aux carottes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ne manges pas de carottes. Et à côté de ça, je pouvais manger du blé. De toute façon, je constipais, donc pas de sujet. Et en fait, quand j'ai revu le régime FODMAP et que je me suis renseignée plus sur l'alimentation et tout ce que je sais maintenant, quand j'ai réintégré du blé, eh ben, je ne pouvais plus manger de carottes. Alors que justement, je te dis, j'avais plus d'allergie. Donc, je remangeais normalement. Et là, tu réintègres le blé. Le même jour où je réintègre le blé, bam, allergie aux carottes. Je dis, ah, putain, en fait, c'est ça. C'était ça. C'était le blé qui me. Alors, et c'est pas forcément le gluten d'ailleurs, il y a d'autres choses dans le blé, mais c'était le blé qui allait m'inflammer. Et le corps, au lieu de me dire attention, mange pas de blé, me dit allergie carotte. Comment tu veux deviner? Et c'est là où je dis, vous pouvez faire les choses seules. Mais à un moment donné, quand il y a des gens comme des diètes ou comme moi qui l'ont vécu et qui savent ce genre de choses, vous le devinerez jamais. Jamais. Et c'est dommage parce que se priver de carottes, c'est quand même dommage. Alors que se priver de blé, c'est moins grave parce qu'il y a des alternatives. Ouais, c'est sûr. Et j'y pense, là, tu parles d'alimentation. Est-ce que en parallèle, tu as utilisé des compléments, tu as fait des cures de compléments alimentaires type L-glutamine pour réimperméabiliser ton intestin? Oui, alors j'ai fait ça, mais sur le tard. Vraiment Mmh. sur le tard. J'allais vraiment mieux. J'évitais encore, dans les FODMAP, si tu veux, j'évitais encore les poireaux, le blé et des petites choses, tu vois. Les oignons en faible quantité, voilà. Donc, je contrôlais encore mon alimentation. Et au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être que j'allais plus loin que ça. Je pense qu'on peut aller plus loin que ça. Et donc là, j'ai commencé à continuer de me renseigner. Et là, j'ai commencé à me complémenter en effet. J'ai fait L-glutamine, euh, ce que je ne vais pas forcément conseiller. Je vais en parler. Mais je sais qu'aujourd'hui, les études tendent à dire que ça nourrit les cellules cancéreuses. Donc, il faut quand même faire très attention à qui on en parle. C'est pour ça que là, je préfère le préciser. Parce qu'encore une fois, je sais, et je connais les auditeurs, attention quand vous voulez faire les choses seuls.
Voilà, faites-vous bien accompagner, surtout sur la complémentation. Moi, je suis formée, donc j'ai pu me former, j'ai pu me complémenter seule. Attention, quand vous voulez vous complémenter seule. Donc, j'ai fait en effet une cure de glutamine pour l'intestin. J'ai fait d'autres choses aussi. J'ai pris du butyrate sous forme de ghee, de beurre clarifié. Je me suis dit, bon, ça peut aussi aider. Euh, et surtout, j'ai appris d'autres choses. Donc, il me fallait des prébiotiques, un effet prébiotique en plus des aliments probiotiques, c'est-à-dire les aliments fermentés, qui te donnent des bonnes bactéries dans ton corps. Bah, ça ne se nourrit pas tout seul, ça ne va pas s'installer tout seul si tu n'as pas ce qu'il faut en prébiotiques. Et je sentais que ça n'allait toujours pas sur ce côté-là. Et j'avais tous les signes cliniques d'une, euh, d'un problème génétique, en fait, qui explique mon intestin irritable, en partie. Donc, ce gène-là, c'est le gène FUT2. Et la FUT2, en fait, quand c'est défaillant, ben ça ne donne pas assez de mucus à ta paroi intestinale pour faire une protection entre ton microbiote intestinal, qui sont quand même des bactéries et des matières fécales, et ta paroi intestinale. Donc, et j'avais les signes cliniques. Donc, plus je me formais, plus je me dis, bon, moi, tous les coups, FUT2, c'est pour ma pomme. Quand je vois tout le reste de la famille, je me dis, OK, à mon avis, on est là-dessus. Donc, je me suis complémentée en 2-fucosyl-lactose. Et ça a aussi très bien marché. Ça fait partie du fait que je peux remanger du blé aujourd'hui, typiquement. D'accord. Mais Oui, ça, très parce que je me intéressant. connais par cœur. Parce Mhm. que je me connais par cœur. Je n'ai pas fait le test, c'est important de le dire, parce qu'il y a un test génétique à faire sur la FUT2. Je ne l'ai pas fait. euh, Tout simplement parce que c'est plus complexe que ça. Et c'est pas parce que ton test il te revient ou tu te dis bah, le gène il est OK que ça fonctionne quand même. Parce qu'il suffit que tu aies allaité, que tu aies été, en fait, pardon, le 2-fucosylactose, que je rappelle, c'est le sucre du lait maternel humain. Voilà. Et en fait, même si tu as été allaité, si ta maman était défaillante de ce gène-là, bah, en fait, le lait que tu as reçu n'avait pas ce fameux sucre pour t'aider à bien constituer ton mucus intestinal. Donc, ça ne veut rien D'accord. dire Mhm. que tu l'aies ou pas. Donc, ça me dire, franchement, dépenser 195 € de test pour voir, alors qu'en fait, pour moi, ce qui est le plus important, c'est les signes cliniques. Mhm. C'est de voir la clinique. C'est pour ça aussi que je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est on reprend tout de A à Z de la naissance d'aujourd'hui pour voir un peu où tu en es et la clinique, quoi. Que dit la clinique? C'est ça aussi qu'il faut voir. Les tests, de plus en plus, on va en voir, c'est bien. Mais déjà, les médecins, ils sont pas friands des tests comme ça. Il faut des gens qui soient formés ailleurs, aux États-Unis et en Australie, parce que sinon personne ne sait les interpréter ici. Et les médecins sont pas formés à ça. Et ensuite, ça fait dépenser beaucoup, beaucoup d'argent, alors que souvent la clinique te donne déjà énormément d'informations. Donc, la clinique, l'environnement, ton hygiène de vie, ta famille, c'est là-dessus qu'il faut s'intéresser, tu vois. Ouais, je Donc, suis entièrement tu vois, d'accord. j'ai fait ça en Mhm. complémentation. complémentation, puis après, je fais les complémentations de base qu'on devrait tous faire, où on n'est pas du tout formé, c'est-à-dire oméga 3, vitamine D, voilà, les choses importantes à prendre au quotidien, magnésium, voilà. Des choses qui sont pour moi des bases, et parce que quand on a un intestin irritable, j'ai beau être établi, je ne dis pas guéri, hein, c'est-à-dire que j'ai cette sensibilité-là, je le sais, je sais que ça peut basculer à tout moment. Donc, il faut faire très attention. Et donc, hygiène de vie, pas irréprochable, mais me complémenter, ça fait partie d'un produit de santé naturelle, j'ai envie de dire. Voilà, à la maison, je suis consciente qu'on mange quasiment pas de poisson parce que mon mari, il déteste ça. Ben, oméga 3, en fait. Moi, j'ai dit, OK, on mange pas de poisson, mais tu vas t'avaler, c'est que les gélules parce qu'on en a besoin. Et, voilà, donc je me suis complémentée. Voilà. Il n'y a pas eu, il y a pas eu que ça, parce qu'après, il y a aussi, pour moi, dans l'intestin irritable, il y a aussi la partie émotionnelle et gestion justement de ce nerf vague et du système nerveux. Mais la complémentation, elle a été aussi clé pour passer à la vitesse supérieure, j'ai envie de dire. Et merci pour tes partages, c'est vraiment intéressant. Et pour les personnes qui souffrent encore de troubles digestifs, quel premier petit pas tu leur conseillerais peut-être pour améliorer leur contexte de santé, pour améliorer leur santé intestinale? J'ai envie de leur dire, écoutez-vous, surtout, s'il y a bien quelqu'un à écouter, eh ben, c'est vous-même. C'est votre instinct, parce que c'est ça qui m'a sauvée.
fait, c'est ça, c'est me dire, je n'y crois pas, je refuse ce diagnostic, je refuse d'être épinglée fibromyalgique, je refuse d'être épinglée avec une spondylarthrite, je refuse d'être en fatigue chronique à 26 ans. Ce n'est pas possible. C'est cette force de caractère qui me fait dire, et j'écoute mon corps, et mon corps me dit que ça ne va pas. Donc, déjà, le premier pas, avant même de rectifier l'alimentation, de vous complémenter ou quoi, c'est de vous écouter. Vous avez une hypersensibilité, clairement, si vous êtes en niveau de douleur et si vous êtes là à écouter aujourd'hui ce podcast, c'est qu'à tous les coups, vous avez une hypersensibilité et elle n'est pas dans la tête, elle est dans votre corps. Et ben, profitez-en pour la mettre dans la tête, en fait, et essayer de comprendre. Pour moi, chaque crise digestive était un cauchemar. Et aujourd'hui, j'ai compris, c'est ce que je transmets en accompagnement. Une crise digestive est une information. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est très dur, mais il faut prendre du recul dessus et se dire, OK, là, mon corps est en train de me dire un truc. Et c'est pas forcément ce que j'ai mangé. Ça peut l'être, évidemment. Ça va l'être souvent. Mais voilà, de remettre de la conscience là-dedans, parce que souvent, on a besoin de détacher le corps et l'esprit pour le souffrir le moins possible, alors que c'est bien de retourner un peu là-dedans et de se dire, écoute, je vais remettre de la conscience, je remets de l'intuition. Et en général, l'intuition fonctionne toujours. C'est l'intuition qui m'a aidé à réintégrer, moi. Parce que l'intuition, c'est le microbiote, en fait. C'est le microbiote intestinal qui te dit ce dont tu as besoin de manger. Tu sais, quand tu vas te préparer une salade de riz, parfois, tu as l'eau à la bouche. Je sais que ça fait ça, des fois, aux gens, tu vois. Tu as l'eau qui monte à la bouche, alors que la salade de riz, pas non plus. C'est pas un gâteau au chocolat, quoi. Et non, tu as l'eau à la bouche. Pourquoi? C'est tes microbes. C'est ton microbiote qui appelle le riz froid, le riz refroidi, qui est en fait la nourriture pour tes bonnes bactéries. Parce que ça crée de l'amidon résistant en refroidissant. Et c'est ça qui va faire un effet prébiotique pour tes bonnes bactéries. Et donc, en fait, ton corps, on est conditionné par nos microbes. Et c'est pareil quand tu as des pulsions de sucre, c'est pas le cerveau, c'est tes microbes, c'est que tu es en dysbiose, a priori, et que là, tes microbes sont trop présents. Ceux qui réclament le sucre, qui est notamment, entre autres, candidat albicans, ce champignon-là, et ben, il adore en manger. Donc ça, c'est, voilà, donc s'écouter, ça donne déjà des indications sur comment faut s'orienter, où est-ce que vous en êtes, et surtout, bah, ne pas croire quand on vous dit que c'est dans votre tête euh, qu'il n'y a rien. Il y a forcément quelque chose, puisque vous le vivez mal, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, écoutez-vous. Merci pour ce précieux message que je soutiens à 100%. L'écoute active de son corps, tellement, tellement important. Comment on peut te contacter, Jennifer? Eh bien, sur Instagram, ce sera peut-être le plus facile, foodmappers underscore SII, et sinon, à travers mon mail de contact sur le blog foodmappers.com. Voilà. Super. Merci pour tout, pour Bah, le merci à partage de toi. ton parcours. Merci Caroline. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je t'embrasse, Jennifer. Moi aussi, à bientôt.